Bonsoir Cordon, présentez-vous. Je m'appelle M. Roger Boussoro, je suis le directeur pays de National Resource Governance Institute, NRGI. Vous faites quoi dans votre organisme? Nous sommes en RDC et partout dans une vingtaine de pays dans le monde. Nous faisons de la bonne gouvernance des ressources naturelles, notamment dans les secteurs miniers, dans les secteurs gaziers et les secteurs pétroliers. Vous avez eu des travaux de 2 jours qui étaient centrés sur les énergies, Nous avons fait un forum sur la transition énergétique les opportunités liées à la transition énergétique dans les voilà, secteurs miniers en République démocratique du Congo. Ouais. C'est quoi d'abord la transition énergétique? En termes simples, la transition énergétique, c'est juste le passage des énergies fossiles vers des énergies fossiles qui sont très polluantes vers l'énergie propre, clean, qui est moins polluante ou qui ne pollue pas, qui émettent moins de CO2 dans l'atmosphère dans le cadre de lutte contre le changement climatique. RDC est un scandale géologique. Vous avez choisi combien de produits miniers? Alors, ce ne sont pas tous les produits miniers qui sont nécessaires dans la transition énergétique. Il y a beaucoup comme vous le dites, il y a beaucoup de produits miniers en RDC, mais ce qui rentre dans le cadre de la transition énergétique, c'est ce que nous appelons les minerais critiques. Les minerais critiques, il y a, par exemple, en RDC, nous avons le cobalt qui entre dans la fabrication de batteries, les batteries qui aujourd'hui, dans le cadre de la transition énergétique, sont un élément de stockage des énergies propres pour des véhicules électriques, pour donc limiter la dépendance des énergies fossiles, notamment le carburant et les autres, pour aller vers les énergies propres qui ne polluent pas l'environnement dans le cadre de lutter contre les changements climatiques ou le réchauffement climatique et ainsi de suite. Et donc, il y a le cobalt en RDC, et il y a aussi le lithium, il y a le manganèse, il y a le nickel, il y a beaucoup d'autres. Il y a une liste de minerais critiques, de produits critiques. Il y a bauxite, il y a beaucoup d'autres, même ceux que les gens ne connaissent pas, mais il y a toute une litanie de minéraux critiques qui sont nécessaires dans la transition énergétique. Très bien. Justement, parlons du coltan, dont la RDC regorge de 80% de toute la réserve mondiale. Parce que c'est le cobalt. Le cobalt. Ouais. Alors, pensez-vous que ce minerai aussi est stratégique pour le décollage de notre pays? Alors, d'abord, il faut préciser une chose. Dire que le minerai est stratégique, critique, ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend, par exemple, nous chez NRGI, il y a un débat pour dire est-ce qu'il faut dire minerai critique ou il faut dire minerai stratégique. Alors, un pays peut opter la définition qu'il veut à ces minerais. Est-ce que c'est critique? Est-ce que c'est stratégique? Il peut appartenir à un pays de définir sa définition, de prendre sa définition de minerais stratégiques ou critiques. Alors, critique ou stratégique, pourquoi? Parce que c'est des minerais concentrés sur une petite partie de la Terre, de la planète, mais dont la demande est très grande. Vous voyez, des minerais, par exemple le cobalt, qui se retrouve seulement dans quelques pays. Donc, la demande, elle est forte, mais l'offre, elle est trop petite, exiguë. Il y a aussi les aspects de transformation. La transformation du cobalt, par exemple, aujourd'hui, est concentrée à plus de 90% en Chine. Et donc, et la présence, et la transformation, et la transformation, c'est intégré, donc limité, voilà, alors que la demande est grande. Imaginez un minerai dont le futur dépend demain dans le cadre des énergies propres. Et donc, voilà où le minerai est critique ou il est stratégique. Mais ça dépend, comme je l'ai dit, de chaque pays de définir est-ce que c'est critique pour nous, c'est stratégique pour nous. Il y a des débats autour de la criticité ou du fait stratégique de ces minerais-là.
Mais le cobalt, pour ce cas, il est stratégique ou critique, ça dépend de la définition. Alors, ce paradoxe reste encore d'actualité. Un pays scandaleusement riche, mais dont la population croupit sous le seuil de la pauvreté. Est-ce que c'est la mégestion ou justement pour certaines langues, il faudrait, vous l'avez évoqué, qu'il y ait des usines, des transformations localement et que ces produits soient commercialisés déjà avec cette valeur ajoutée? Alors, il y a beaucoup de choses qui entrent qui entrent dedans. Le forum, par exemple, a abordé beaucoup beaucoup de choses, d'aspects de cela. Le forum s'est inspiré de rapports que Energy Eye, mon organisation, a publié, le rapport qui est un rapport sur le cobalt. Alors, quels sont les messages principaux que nous avons véhiculés dans ce rapport? C'est que nous montrons que le cobalt, c'est un minerai stratégique ou critique et que pour que les pays qui regorgent de réserves, grandes réserves de cobalt, comme la République démocratique du Congo, pour que ce pays-là bénéficie des opportunités qui sont liées à la transition énergétique, il faut qu'ils améliorent leur gouvernance. Ça veut dire, comme tu dis, c'est un problème de gestion. Oui, je dirais que c'est un problème de gouvernance, d'une manière globale. La gouvernance comporte beaucoup d'éléments. Mais ce que nous essayons de dire dans ce rapport, c'est que la RDC, si réellement elle veut profiter de ce boom, de cette demande croissante en cobalt dont il regorge, il y a beaucoup d'aspects sur lesquels il doit travailler, d'aspects de gouvernance. Par exemple, la question de partage des données géologiques, nous estimons qu'il faut beaucoup plus d'exploration, il faut beaucoup plus de maîtrise de données géologiques, partager des données géologiques avec les investisseurs pour attirer beaucoup plus d'investisseurs, partager des données géologiques avec les pays régionaux pour savoir est-ce que ce minerai ici, il est en Zambie, est-ce qu'il est aussi en RDC, et ainsi de suite. Donc, nous insistons par exemple aussi sur le fait que améliorer les aspects de lutte contre la corruption. Comme il y a un boom pour le cobalt, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'investisseurs qui vont vouloir demander des permis d'exploration, d'exploitation. Et si on ne regarde pas les aspects de corruption, l'attribution des licences, c'est une étape où il y a beaucoup de risques de corruption. Donc il faut que les licences soient attribuées en évitant les risques de corruption. Par exemple, en faisant de lancement d'appel d'offres, en faisant une passation de marché qui respecte les normes et non pas en attribuant le marché de gré à gré. Voilà, ça c'est un aspect de l'octroi des licences. Et il y a aussi beaucoup d'aspects, par exemple, vous savez qu'il y a ce que nous appelons dans notre jargon les personnes politiquement exposées. Ça veut dire qu'il y a des politiciens, par exemple, qui sont derrière les contrats, qui sont derrière et qui se font beaucoup d'argent derrière les contrats. C'est ce qu'on appelle les elite capture. Donc, il y a beaucoup d'argent qui se perdent, Qui échappe à l'État. qui échappent à l'État dans des mécanismes là d'intermédiation, beaucoup d'intermédiaires autour de contrats. Et donc, il faut améliorer, il faut adresser les questions de corruption, les questions de lutte contre la corruption, en faisant des processus d'attribution de marché très rigoureuses. Voilà. Il y a la question également de l'artisanat minier, par exemple. Ou si vous allez en Polynésie, il y a l'artisanat minier qui regorge beaucoup de personnes. Il faut non seulement formaliser l'artisanat minier, mais aussi s'assurer que l'artisanat minier se fait en suivant le respect des standards. Il y a des standards internationaux, par exemple, il y a des standards de l'OCDE.
pour l'exploitation minière artisanale. Sur ce point, je vais relever la création de l'EGC par l'État congolais, l'entreprise nationale du cobalt, qui a pour mission de formaliser l'artisanat minier. Et c'est un grand travail qui a été déjà fait sur le standard. Les standards, l'EGC, en collaboration avec Trafigura, je pense, ils ont déjà élaboré les standards de l'artisanat minier en RDC, mais les standards attendent la validation de l'autorité de régulation des minerais critiques, donc l'ARECO. Et ça, c'est une avancée. Et une fois les standards seront approuvés, ça peut s'appliquer dans l'artisanat minier et on peut faire en sorte que les artisanaux miniers se retrouvent, comme on le dit en RDC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous allez au Katanga, par exemple, en Colombie, vous trouvez que normalement, les artisanats miniers, le code congolais a voulu décourager les exploitants individuels et encourage la création de coopératives. Mais il y a des cas de coopératives. Par exemple, ici récemment, j'étais à Colombie et à Lubumbashi. Dans l'un des forums provinciaux, on nous a dit par exemple que sur 100% des coopératives, il n'y a que 4% qui sont de vraies coopératives, donc qui sont des coopératives vraiment des créateurs artisanaux. Et donc, le reste, c'est des personnes qui ont l'argent, qui viennent et puis qui achètent auprès de personnes et puis bon, qui font comme si c'était une coopérative, alors qu'en réalité, ce ne sont pas une coopérative. Et donc, la gestion, le respect de la loi sur les coopératives, c'est aussi un élément très capital. Alors, je vais revenir sur les autres messages. Les autres messages, c'est par exemple aussi l'amélioration de la taxation. Vous savez que pour l'instant, nous avons les mines, nous ne pouvons pas nous passer des mines, mais comment est-ce qu'on gère les revenus miniers? Vous savez très bien que le code actuel, depuis 2012, a reparti ce que nous appelons les revenus infranationaux du secteur minier, 50% de revenus, surtout la redevance minière, je parle ici de la redevance minière, 50% de la redevance minière est accordée à l'État central, 25% aux provinces et 15% aux ETD, les entités territoriales décentralisées, et 10% au fonds pour les générations futures. Comment on gère tout cet argent? Est-ce qu'il y a des mécanismes de contrôle? Oui, il y a le Parlement, mais est-ce que le Parlement contrôle? Nous sommes en démocratie représentative. Nous avons le Parlement qui est un organe de contrôle, mais est-ce qu'il y a des missions de contrôle parlementaire? Au niveau des États de province, nous avons des assemblées provinciales. Est-ce que les assemblées provinciales contrôlent la gestion par les gouverneurs de province de ces fonds? Est-ce que ces fonds sont en train d'être affectés réellement à des besoins prioritaires de développement? C'est toutes ces questions-là de gouvernance et de gestion qu'il faut poser. Et donc, si les revenus sont bien collectés, est-ce qu'elles sont gérées d'une manière transparente? Est-ce que ces revenus sont gérés est-ce qu'ils sont affectés de manière à résoudre les problèmes locaux, les problèmes prioritaires de développement? C'est toutes ces questions qu'il faut regarder et résoudre. Et il y a la question aussi de la gestion des impacts environnementaux et sociaux. Dans ce forum, nous avons eu la chance d'avoir le professeur Arthur Kaniki, qui est de l'université du centre de recherche sur les matrices de l'université du laboratoire de l'université de Lubumbashi. Et il a expliqué pendant le forum que c'est bon l'exploitation minière, mais il faut très bien gérer les impacts environnementaux. Le fait qu'il y a un boom sur le cobalt, le fait qu'il y aura beaucoup plus de demandes au cobalt, ça veut dire l'exploitation à grande échelle de cobalt, et surtout la transformation, parce que nous avons aussi parlé de la transformation dans ce forum, va nécessiter la manipulation de nanoparticules. Et les nanoparticules, il a démontré noir sur blanc que c'est des substances qui peuvent se retrouver dans l'air et avec un impact sur la santé humaine. Il a parlé des eaux, ils peuvent se retrouver dans les eaux de surface. Il a parlé que les bêtes peuvent brouter de l'herbe qui est déjà contaminée par ces nanoparticules et les personnes humaines
manger la chair, le bœuf, la chair de bête, qui sont déjà contaminés, et même nous pouvons respirer, et qu'il faut s'assurer que tous ces impacts soient gérés. Ça veut dire, par exemple, comment on intègre ce qu'on appelle l'éco-conception dans les projets miniers. Est-ce que le gouvernement, comment il suit les projets, les études d'impact environnemental et social? Comment toutes ces questions-là sont suivies par le gouvernement? Donc c'est tout cet arsenal-là qu'il faut mettre en place pour que les mines bénéficient et à la population et au pays d'une manière globale. Donc ce sont là les questions que nous avons discutées dans le forum. Nous avons eu beaucoup de recommandations, par exemple des recommandations du genre, je parlais tout à l'heure de l'administration de la fiscalité, du genre, on a eu des recommandations du genre, il faut renforcer par exemple le système fiscal, ça veut dire les autorités fiscales, les régies financières, les régies de collecte des revenus du secteur minier. Il faut les renforcer de sorte qu'elles soient capables de bien collecter les revenus de manière transparente et canaliser ces recettes au niveau de la caisse de l'État. Et s'assurer également qu'il n'y ait pas de corruption dans la chaîne de collecte des revenus. Il faut s'assurer que tous les revenus sont versés au trésor public et que le trésor public aussi est bien utilisé pour financer les besoins de développement du pays. Donc c'est tout cet arsenal-là qu'on a discuté autour des deux forums. Il a été recommandé par exemple qu'on ne se limite pas seulement au secteur minier, parce que qui dit transition énergétique, il évoque beaucoup de choses à la fois. Il y a la question de l'énergie. C'est une question vraiment liée à la transition énergétique. Il y a la question des forêts, de la gestion des forêts. Vous savez que les forêts ont la capacité de séquestrer le carbone, donc il y a cette question. Il y a également la question des hydrocarbures. Vous savez que les hydrocarbures, c'est de ce type-là, de ce type d'énergie-là, dont on voudrait se passer pour aller vers les énergies propres, du genre électrique, batteries électriques, qui sont des éléments de stockage, de l'énergie propre, du genre éolien, du genre énergie solaire. Les énergies qui sont moins polluantes. Voilà. Et donc, il a été recommandé qu'on puisse élargir le débat. Et nous, au CNRGI, nous considérons ça comme une première étape, une première phase des débats nationaux autour de la question de la transition énergétique. Et heureusement, on a été avec le ministère des Mines. Et prochainement, on va élargir le débat à tous les ministères qui sont concernés par la transition énergétique, notamment le ministère des hydrocarbures, le ministère de l'énergie, le ministère de l'industrie, j'ai oublié l'industrie, qui est d'ailleurs, qui tient les manettes de la transformation de notre cobalt et de lithium. Vous avez vu comment le ministre de l'industrie s'est déplacé en Zambie pour signer les MOU, les Memorandum of Understanding avec la Zambie pour la transformation du cobalt pour l'instant. Vous savez qu'une entreprise australienne, AVZ, est à Manono pour transformer le lithium avec la Cominière, qui est une entreprise publique de l'État congolais. Et donc, c'est très important d'élargir le débat, intégrer les questions des hydrocarbures, intégrer les questions des forêts, intégrer les questions de l'environnement et de l'industrie. Voilà. Les affaires foncières. Merci beaucoup. Les affaires foncières dans la transition énergétique, je ne crois pas. Non. Donc voilà, il y a quand même un certain nombre de ministères qui sont très directement concernés par la question de la transition énergétique. Voilà, et donc prochainement, nous allons appeler un autre forum, nous allons organiser un autre forum, et nous allons avoir une approche plus holistique avec tous les ministères et tous les services concernés. Merci beaucoup. Merci.